Et c'est là que, par rapport à cette image, avant tout, d'utérus artificiel, il me semble qu'il y a une sorte de démission d'emblée qui est posée de parents qui, de manière, je crois, quand même fantasmatique, imagineraient que, puisque l'enfant va vivre sa gestation dans un espace déjà coupé, déjà séparé, c'est comme si leur rapport de responsabilité à ceux qui les traversent et ceux qu'ils transmettent à leur enfant va d'emblée être aussi déresponsabilisé. Ça va être chosifié. Si on a un minimum d'honnêteté intellectuelle et un peu de travail de terrain, on voit dans l'expérience que nous sommes impactés par la mémoire généalogique. C'est un fait incontestable. L'enfant qui arrive, il est un peu comme le creuset dans lequel se déversent les informations de deux lignées qui, pour peu qu'on remonte sur quelques générations, totalisent déjà au minimum plusieurs dizaines d'individus. Donc autant dire que chaque individu qui naît est à l'image d'une sorte de bibliothèque généalogique d'informations pas seulement génétiques, mais également psychologiques, événementielles, sociologiques, et qui semble absolument capable, comme le montre n'importe quel travail de généalogie sur plusieurs générations, d'être activé. À partir de ce constat, qu'est-ce que ça nous laisse justement comme marge de liberté pour penser notre rapport au monde dans un rapport d'invention, S'inventer humain, toujours plus humain et unique. Bientôt 7 milliards d'individus sur la Terre et pas deux qui soient identiques. Dans un utérus artificiel, sans lien corporel avec sa mère, le bébé pourra-t-il se développer sereinement, sans défaut? S'il grandit dans une boîte, sur une étagère, sera-t-il encore un être humain? Un enfant est aussi le résultat de tout un inconscient transgénérationnel, d'une histoire. Mais comment cela se transmet-il? Comment passent dans le corps ces milliards d'informations non palpables qui nous façonnent? À l'Institut de neurobiologie de la Méditerranée, à Marseille, le docteur Benari et son équipe s'interrogent sur ces liens subtils. Ils étudient le développement du cerveau du fœtus afin de décoder le dialogue hormonal entre la mère et son bébé. Dans ce labo, une de nos domaines d'expertise, c'est de travailler sur des tranches de cerveau maintenues en survie artificielle. Donc imaginez que je prenne ce cerveau-là, je coupe une tranche et j'enregistre les cellules, l'activité électrique pour savoir pourquoi elles sont malades, comment elles se connectent, comment elles deviennent. Bon. On arrive à le faire avec des tranches, on arrive à la rigueur à garder ces tranches 24 heures, 48 heures, parfois un petit peu plus, une semaine ou deux, c'est tout. Après, elles deviennent aberrantes. Elles commencent à faire des choses qu'elles ne font pas si elles étaient branchées in vivo. La vitesse avec laquelle les neurones migrent, la vitesse avec laquelle les neurones se connectent, le type de connexion qu'ils établissent, est contrôlé à la fois par un programme génétique, mais aussi par l'environnement, par les conditions dans lesquelles ça se fait. Cette capacité à se réorganiser, à s'adapter à l'environnement, elle existe déjà in utero. Il y a des discussions tout le temps entre ce bébé en devenir et sa mère, ou son environnement. Et cette discussion passe par des molécules, par de la chimie, par du stress, par ce que la mère fait ou ne fait pas, par l'environnement acoustique, par l'environnement visuel, par l'environnement en général. Chez un primate in utero, on a fait donc des césariennes, on a prélevé les cerveaux, on a enregistré les neurones de macaques. Mais si on fait ça in utero, on s'aperçoit que ces neurones in utero, à peu près à 1 mois et demi avant la naissance, ont déjà 7000 connexions synaptiques. 7000 connexions entre neurones sur un neurone. À la fin, quand ils sont adultes, ils en auront peut-être 10 000. Donc, c'est pas une boîte noire qui fait rien. C'est une boîte noire qui comprend, qui a besoin d'une activité, et qui répond, et qui bouge, etc. etc. Et ça, c'est pas quelque chose qui est fabriqué automatiquement. Donc, la construction du cerveau est une série de rendez-vous extrêmement précis qui doivent être extrêmement bien respectés. C'est-à-dire que si il y a un retard dans le rendez-vous, si un neurone ne migre pas exactement là où il doit migrer, on peut avoir retard mental, maladie, autisme, épilepsie, tout ce que vous voulez.
Quelle est la nature, finalement, on peut se poser la question, quelle est la nature de la discussion, du dialogue qu'il y a entre le fœtus ou l'embryon et la mère? Ceci est bien connu maintenant à plusieurs niveaux. Prenons un niveau d'interaction, les hormones. Les hormones sont ces molécules que la mère ou le fœtus ou l'embryon libère et qui affectent la vitesse avec laquelle les neurones vont établir des connexions, la vitesse de croissance de leur prolongation, testostérone, toutes les molécules, toutes ces protéines qui sont présentes vont affecter la formation du cerveau. Mais le cocktail, le mélange et les conditions dans lesquelles elles sont libérées, évidemment, sont différentes. On va prendre deux femmes enceintes qui sont dans des environnements très différents, qui travaillent pas, qui conduisent, qui ont un embouteillage, qui font je ne sais pas quoi, qui sont soumis à des pesticides ou ce que vous voulez. L'impact que ceci va avoir sur le rapport qu'elle a avec son embryon, évidemment, ne sera pas le même. Ne peut pas être le même. Je veux dire, on ne peut pas sortir de l'idée que tous ces facteurs-là s'annihilent pour fabriquer la même chose. Maîtriser ce dialogue hormonal, complexe et unique, et si particulier entre la mère et l'enfant est compliqué. Pour le reproduire et réussir ensuite une gestation extracorporelle, il faudrait sans doute fabriquer un cerveau artificiel. Et cela semble relever pour le moment de l'impossible. Pouponnière, salle de conditionnement, annonçait la plaque indicatrice. Le directeur et ses étudiants prirent place dans l'ascenseur le plus proche et furent montés au 5e étage. Monsieur Foster expliqua le système d'étiquetage, un T pour les mâles, un cercle pour les femelles, et pour ceux qui étaient destinés à devenir des neutres, un point d'interrogation noir sur un fond blanc. Allons voir à l'autre bout de la chaîne, côté naissance. Là où l'on tente de sauver les très grands prématurés, et si possible sans séquelles. Quand un bébé naît à 5 mois, alors qu'il ne pèse que 700 grammes, on ne branche pas son cordon ombilical sur une machine, comme on l'a vu avec la chèvre japonaise. Mais il a besoin qu'on l'aide à respirer et à se nourrir. Fonction assurée en partie par des ordinateurs intelligents qui préfigurent le futur utérus artificiel. Bien, c'est un petit garçon qui est né il y a exactement 72 heures. Il est né en urgence à 27 semaines de grossesse, c'est-à-dire aux 2/3 d'une grossesse normale qui comporte 40 semaines. C'est heureusement le tiers le moins important parce qu'à ce moment-là, tous les organes sont formés, mais ils ne sont pas encore prêts à fonctionner. Leur maturité n'est pas encore bonne. Et donc, en quelques minutes, on doit pallier à tout ce qui se passait auparavant au niveau des échanges avec le placenta. Il faut savoir qu'un enfant de cet âge-là, il a des réserves pour 2 à 3 jours maximum. Après 2 à 3 jours, il meurt si on n'y apporte pas de nutrition. Donc, on va lui apporter des protéines, du sucre et des graisses, des vitamines, tout ce dont il a besoin pour être bien nourri. Évidemment, on ne peut pas utiliser son tube digestif qui n'est pas prêt. Et donc, on est obligé de faire de la nutrition parentérale, c'est-à-dire par voie intraveineuse directement. L'autre fonction essentielle qu'on doit assumer, c'est l'oxygénation du sang et l'élimination du gaz carbonique. Les poumons ne travaillent absolument pas en anténatal, donc c'est le placenta de nouveau qui apporte l'oxygène et qui élimine le CO2. Et donc ici, on est près du respirateur qui va assurer ce qu'on appelle une ventilation assistée. Donc on va assister le bébé dans ces échanges gazeux. Pour ce faire, vous voyez que l'enfant est intubé. Il y a un petit tuyau qui passe par son nez et qui descend dans sa trachée. Et ce tuyau est connecté au générateur de pression, puisque ce respirateur pousse l'air dans les poumons. Nous, on prend l'air en dépression. On fait une toute petite dépression et l'air rentre tout seul. Chez un enfant qui est malade, on va devoir pousser l'air. Donc, avec un risque toujours de traumatisme des voies aériennes qui sont très, très, très fragiles, spécialement chez des bébés de 25-26 semaines. Trop de pression peut déchirer la paroi des alvéoles pulmonaires du bébé. Et trop d'oxygène ou trop peu d'oxygène vont provoquer des lésions irréversibles pour l'enfant.
Pour dépasser ce problème respiratoire, l'équipe de Dr Schaeffer, à Philadelphie, aux États-Unis, travaille depuis 30 ans sur l'idée d'une ventilation liquide. Ces travaux ont permis de sauver sans séquelles des grands prématurés de moins de 20 semaines. La ventilation liquide que nous avons pu expérimenter chez l'animal donne à penser qu'il serait possible de ventiler l'être humain à partir de 18 semaines de gestation. Pour cette ventilation liquidienne, nous utilisons des liquides capables de dissoudre l'oxygène et le dioxyde de carbone, c'est-à-dire les gaz que nous respirons. Et comme ces liquides offrent une haute solubilité pour l'oxygène et le CO2, on peut les respirer tout comme on respire l'air. M'inspirant d'expériences passées où je m'étais servi des perfluocarbures pour des applications données, je me suis dit que faire respirer du liquide à un prématuré pourrait constituer la transition idéale pour ces nouveau-nés au sortir de l'environnement liquide que constitue le corps de leur mère vers l'environnement gazeux dans lequel ils vont devoir grandir. Des recherches dans le monde de la plongée sous-marine ont permis à Schaeffer de montrer qu'une souris immergée dans ce produit respire le liquide et continue à vivre sans s'étouffer. Ce procédé pourrait-il devenir un des éléments clés du futur utérus artificiel? La revue Nature a publié un article sur notre travail concernant l'utérus artificiel et rapporte l'usage que nous faisons de ce liquide. Il y est question de ces agneaux et de ces bébés qui respirent du liquide, tout comme un enfant respire le liquide in utero. La différence, c'est que dans l'utérus, le fœtus respire certes un liquide, mais l'oxygène ne vient pas de ce liquide. L'oxygène vient du placenta. Ce liquide permettrait-il de réduire encore le temps de gestation dans le ventre maternel? De combler ce fameux écart entre 6 jours et 20 semaines? La ventilation liquide nous a permis de surmonter l'obstacle de l'immaturité pulmonaire. Mais ce n'est pas la seule barrière. Il y a la barrière associée au développement de la peau, au développement cérébral, au système digestif. Tous ces autres systèmes représentent des limites, eux aussi. Et les études que nous avons pu effectuer sur des animaux prématurés montrent bien que même si nous passons la barrière des poumons, les autres organes n'en continuent pas moins de poser problème. Je ne vois vraiment pas comment nous ferions pour descendre en dessous des 24 ou 23 semaines. La limite pour avorter aux États-Unis est de 24 semaines. Et c'est également l'âge auquel on peut mettre un bébé en couveuse. 2 principes moraux qui se télescopent. Renoncer à l'enfant ou le sauver à tout prix. Les groupes américains anti-avortement, économiquement puissants, voient dans l'utérus artificiel un moyen de sauver les bébés issus de grossesses non désirées. Pour d'autres, ce serait la possibilité d'offrir une maternité aux femmes sans utérus, ou encore de terminer des grossesses à problème. Ainsi, on pourrait sauver des bébés de 100 jours. Tiraillement entre science et conscience. Ce qui serait problématique, pour moi, ce serait l'application, les conditions d'application, si vous voulez, de cet utérus artificiel. À quelles conditions, eh bien, il serait légitime, souhaitable, disons, ou pas, de faire naître des bébés dans un utérus artificiel. Bon, et ça, j'essaye d'imaginer des différents scénarios, mais soit catastrophiques, comme Aldous Huxley, soit au contraire, une espèce d'utopie fraternelle, où tout se passerait bien, et où des rapports entre les adultes et les enfants, eh bien, Ces liquides offrent une haute solubilité pour l'oxygène et le CO2, on peut les respirer tout comme on respire l'air. M'inspirant d'expériences passées où je m'étais servi des perfluocarbures pour des applications données, je me suis dit que faire respirer du liquide à un prématuré
pourrait constituer la transition idéale pour ces nouveau-nés au sortir de l'environnement liquide que constitue le corps de leur mère vers l'environnement gazeux dans lequel ils vont devoir grandir. Des recherches dans le monde de la plongée sous-marine ont permis à Schaeffer de montrer qu'une souris immergée dans ce produit respire le liquide et continue à vivre sans s'étouffer. Ce procédé pourrait-il devenir un des éléments clés du futur utérus artificiel? La revue Nature a publié un article sur notre travail concernant l'utérus artificiel et rapporte l'usage que nous faisons de ce liquide. Il y est question de ces agneaux et de ces bébés qui respirent du liquide, tout comme un enfant respire le liquide in utero. La différence, c'est que dans l'utérus, le fœtus respire certes un liquide, mais l'oxygène ne vient pas de ce liquide. L'oxygène vient du placenta. Ce liquide permettrait-il de réduire encore le temps de gestation dans le ventre maternel? De combler ce fameux écart entre 6 jours et 20 semaines? La ventilation liquide nous a permis de surmonter l'obstacle de l'immaturité pulmonaire. Mais ce n'est pas la seule barrière. Il y a la barrière associée au développement de la peau, au développement cérébral, au système digestif. Tous ces autres systèmes représentent des limites, eux aussi. Et les études que nous avons pu effectuer sur des animaux prématurés montrent bien que même si nous passons la barrière des poumons, les autres organes n'en continuent pas moins de poser problème. Je ne vois vraiment pas comment nous ferions pour descendre en dessous des 24 ou 23 semaines. La limite pour avorter aux États-Unis est de 24 semaines. Et c'est également l'âge auquel on peut mettre un bébé en couveuse. 2 principes moraux qui se télescopent. Renoncer à l'enfant ou le sauver à tout prix. Les groupes américains anti-avortement, économiquement puissants, voient dans l'utérus artificiel un moyen de sauver les bébés issus de grossesses non désirées. Pour d'autres, ce serait la possibilité d'offrir une maternité aux femmes sans utérus, ou encore de terminer des grossesses à problème. Ainsi, on pourrait sauver des bébés de 100 jours. Pourrait constituer la transition idéale pour ces nouveau-nés au sortir de l'environnement liquide que constitue le corps de leur mère vers l'environnement gazeux dans lequel ils vont devoir grandir. Des recherches dans le monde de la plongée sous-marine ont permis à Schaeffer de montrer qu'une souris immergée dans ce produit respire le liquide et continue à vivre sans s'étouffer. Ce procédé pourrait-il devenir un des éléments clés du futur utérus artificiel? La revue Nature a publié un article sur notre travail concernant l'utérus artificiel et rapporte l'usage que nous faisons de ce liquide. Il y est question de ces agneaux et de ces bébés qui respirent du liquide, tout comme un enfant respire le liquide in utero. La différence, c'est que dans l'utérus, le fœtus respire certes un liquide, mais l'oxygène ne vient pas de ce liquide. L'oxygène vient du placenta. Ce liquide permettrait-il de réduire encore le temps de gestation dans le ventre maternel? De combler ce fameux écart entre 6 jours et 20 semaines? La ventilation liquide nous a permis de surmonter l'obstacle de l'immaturité pulmonaire. Mais ce n'est pas la seule barrière. Il y a la barrière associée au développement de la peau, au développement cérébral, au système digestif. Tous ces autres systèmes représentent des limites, eux aussi. Et les études que nous avons pu effectuer sur des animaux prématurés montrent bien que même si nous passons la barrière des poumons, les autres organes n'en continuent pas moins de poser problème. Je ne vois vraiment pas comment nous ferions pour descendre en dessous des 24 ou 23 semaines. La limite pour avorter aux États-Unis est de 24 semaines. Et c'est également l'âge auquel on peut mettre un bébé en couveuse. 2 principes moraux qui se télescopent. Renoncer à l'enfant ou le sauver à tout prix. Les groupes américains anti-avortement, économiquement puissants, voient dans l'utérus artificiel un moyen de sauver les bébés issus de grossesses non désirées. Pour d'autres,
ce serait la possibilité d'offrir une maternité aux femmes sans utérus, ou encore de terminer des grossesses à problème. Ainsi, on pourrait sauver des bébés de 100 jours. Tiraillement entre science et conscience. Ce qui serait problématique, pour moi, ce serait l'application, les conditions d'application, si vous voulez, de cet utérus artificiel. À quelles conditions, eh bien, il serait légitime, souhaitable, disons, ou pas, de faire naître des bébés dans un utérus artificiel. Bon, et ça, j'essaye d'imaginer des... Donc, on va lui apporter des protéines, du sucre et des graisses, des vitamines, tout ce dont il a besoin pour être bien nourri. Évidemment, on ne peut pas utiliser son tube digestif qui n'est pas prêt, et donc on est obligé de faire de la nutrition parentérale, c'est-à-dire par voie intraveineuse directement. L'autre fonction essentielle qu'on doit assumer, c'est l'oxygénation du sang et l'élimination du gaz carbonique. Les poumons ne travaillent absolument pas en anténatal, donc c'est le placenta de nouveau qui apporte l'oxygène et qui élimine le CO2. Et donc ici, on est près du respirateur qui va assurer ce qu'on appelle une ventilation assistée. Donc on va assister le bébé dans ces échanges gazeux. Pour ce faire, vous voyez que l'enfant est intubé. Il y a un petit tuyau qui passe par son nez et qui descend dans sa trachée. Et ce tuyau est connecté au générateur de pression, puisque ce respirateur pousse l'air dans les poumons. Nous, on prend l'air en dépression. On fait une toute petite dépression et l'air rentre tout seul. Chez un enfant qui est malade, on va devoir pousser l'air. Donc, avec un risque toujours de traumatisme des voies aériennes qui sont très, très, très fragiles, spécialement chez des bébés de 25-26 semaines. Trop de pression peut déchirer la paroi des alvéoles pulmonaires du bébé. Et trop d'oxygène ou trop peu d'oxygène vont provoquer des lésions irréversibles pour l'enfant. Pour dépasser ce problème respiratoire, l'équipe de Dr Schaeffer à Philadelphie, aux États-Unis, travaille depuis 30 ans sur l'idée d'une ventilation liquide. Ces travaux ont permis de sauver sans séquelles des grands prématurés de moins de 20 semaines. La ventilation liquide que nous avons pu expérimenter chez l'animal donne à penser qu'il serait possible de ventiler l'être humain à partir de 18 semaines de gestation. Pour cette ventilation liquidienne, nous utilisons des liquides capables de dissoudre l'oxygène et le dioxyde de carbone, c'est-à-dire les gaz que nous respirons. Et comme ces liquides offrent une haute solubilité pour l'oxygène et le CO2, on peut les respirer tout comme on respire l'air. M'inspirant d'expériences passées où je m'étais servi des perfluocarbures pour des applications données, je me suis dit que faire respirer du liquide à un prématuré pourrait constituer la transition idéale pour ces nouveau-nés au sortir de l'environnement liquide que constitue le corps de leur mère vers l'environnement gazeux dans lequel ils vont devoir grandir. On ne peut pas être le même. Je veux dire, on ne peut pas sortir de l'idée que tous ces facteurs-là s'annihilent pour fabriquer la même chose. Maîtriser ce dialogue hormonal, complexe et unique, et si particulier entre la mère et l'enfant est compliqué. Pour le reproduire et réussir ensuite une gestation extracorporelle, il faudrait sans doute fabriquer un cerveau artificiel. Et cela semble relever pour le moment de l'impossible. Pouponnière, salle de conditionnement, annonçait la plaque indicatrice. Le directeur et ses étudiants prirent place dans l'ascenseur le plus proche et furent montés au 5e étage. Monsieur Foster expliqua le système d'étiquetage, un T pour les mâles, un cercle pour les femelles, et pour ceux qui étaient destinés à devenir des neutres, un point d'interrogation, noir sur un fond blanc. Allons voir à l'autre bout de la chaîne, côté naissance. Là où l'on tente de sauver les très grands prématurés, et si possible sans séquelles.
Quand un bébé naît à 5 mois, alors qu'il ne pèse que 700 grammes, on ne branche pas son cordon ombilical sur une machine, comme on l'a vu avec la chèvre japonaise. Mais il a besoin qu'on l'aide à respirer et à se nourrir. Fonction assurée en partie par des ordinateurs intelligents qui préfigurent le futur utérus artificiel. Bien, c'est un petit garçon qui est né il y a exactement 72 heures. Il est né en urgence à 27 semaines de grossesse, c'est-à-dire aux 2/3 d'une grossesse normale qui comporte 40 semaines. C'est heureusement le tiers le moins important parce qu'à ce moment-là, tous les organes sont formés, mais ils ne sont pas encore prêts à fonctionner. Leur maturité n'est pas encore bonne. Et donc, en quelques minutes, on doit pallier à tout ce qui se passait auparavant au niveau des échanges avec le placenta. Il faut savoir qu'un enfant de cet âge-là, il a des réserves pour 2 à 3 jours maximum. Après 2 à 3 jours, il meurt si on n'y apporte pas de nutrition. Donc, on va lui apporter des protéines, du sucre et des graisses, des vitamines, tout ce dont il a besoin pour être bien nourri. Évidemment, on ne peut pas utiliser son tube digestif qui n'est pas prêt et donc on est obligé de faire de la nutrition parentérale, c'est-à-dire par voie intraveineuse directement. L'autre fonction essentielle qu'on doit assumer, c'est l'oxygénation.